Salut Steph. Bonjour Pierre. C'est un plaisir de te recevoir ici sur Verisme TV. Tu nous accordes du temps et j'en suis très touché, surtout que tu sors d'un atelier. Donc, avec grand plaisir. Je sais que tu as dû bien parler et chanter d'ailleurs. Oui. On a terminé l'atelier en chantant et on l'a commencé en chantant. Magnifique. Steph, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Oui. Et qu'on aborde certaines notions ensemble, des points qui me semblent essentiels. D'accord. Pour tout vériste qui se respecte. Et est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter, nous dire qui tu es et un peu ton parcours de vie? Mon parcours de vie. Ouais. D'accord. Tu as 5 minutes. 5 minutes. Ok, très bien. Je rigole. Bon, c'est bon. Résumer un parcours en 5 minutes, on peut le faire. On peut non, aller dans les grandes lignes. On a autant de temps qu'on veut. Alors on est parti. Bon, tant mieux. Écoute, mon parcours de vie, je pense que il commence assez tôt dans une famille qui m'a donné beaucoup d'amour. Ouais. C'est déjà pour moi, ça a été la base. Je suis issu d'une famille nombreuse. J'ai 6 sœurs et un frère. Ouais. Et c'est vrai que cette famille m'a toujours donné beaucoup d'amour. Et dans ce berceau d'amour, c'est là où j'ai grandi et je me suis intéressé à la spiritualité assez jeune. D'accord. Vraiment assez jeune. J'avais 12-13 ans quand j'étais j'étais interrogatif, j'étais curieux. Ah ouais. J'ai fait mon catéchisme. Hein. C'était ma tradition chrétienne. J'ai fait le catéchisme. Mais je me souviens que déjà à 12-13 ans, je posais des questions des fois embêtantes auprès de mes sœurs et de mes frères. Ouais. Et à chaque fois on disait "Oh non, pas le petit frère, pas encore", tu vois. Ouais. Tu étais le plus petit? Voilà, je suis le plus jeune. Ah ouais. Voilà, je suis le plus jeune. Et cette quête s'est approfondie, je dirais vraiment à 18 ans, quand j'ai pu vraiment partager avec des personnes qui m'ont énormément apporté sur mon chemin de vie. Et là, j'ai commencé à rencontrer la spiritualité à travers des ouvrages, le bouddhisme tibétain. J'ai approfondi aussi ma propre tradition chrétienne. D'accord. Mais j'avais encore une soif plus intense et j'ai terminé mes études à 23 ans. Alors voilà, j'ai fait des études d'électronique, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Hein. Ouais. J'ai fait des études d'électronique, après j'ai fait des études d'informatique industrielle au Futuroscope. Super. Et ensuite, j'ai terminé par des études de force de vente. Voilà, à Campagne. Voilà, c'est mon parcours au niveau des études. Et à 23 ans, je me suis dit, ok, donc, maintenant, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que tu veux faire? Et à l'époque, on devait faire notre service militaire. Donc j'avais choisi les chasseurs alpins pour le faire. Mais j'avais pas envie tout de suite de rentrer dans le corps des chasseurs alpins parce que j'avais envie de prendre mon temps. Donc j'ai fait une préparation militaire supérieure. Et ça m'a donné du temps avant d'intégrer le corps des chasseurs alpins, que je n'ai jamais fait, parce que je vais vous raconter la fin de l'histoire. En fin de compte, pendant ce temps-là, je suis parti au Canada, dans un centre de développement personnel, qui est chez Lise Bourbeau. Elle avait créé l'école Écoute ton corps. Et pendant 3 mois, je suis parti au Québec, dans son centre. Et là, ça a complètement révolutionné ma vision de la vie. Ah ouais. En plus, j'étais parti avec le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche. D'accord. Qui parle beaucoup de cette étape, fondamentale, le grand passage. Okay. Et pendant ces 3 mois, j'étudiais ça. Et en plus, j'étudiais toute la connaissance de Lise Bourbeau. Ouais. Et je me suis dit, mais, waouh, quand tu vas rentrer, je me voyais plus, je me voyais plus partir dans ce corps d'élite des chasseurs alpins. Je dis, waouh, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il y a eu un flash, je me suis dit, mais j'ai envie d'accompagner les personnes en vie. D'accord. Donc je me suis dit, mais comment tu vas faire? Parce que il faut, quelle est l'astuce? Et en fin de compte, j'ai appris qu'on pouvait faire objecteur de conscience, c'est-à-dire qu'on pouvait ne pas, pour raison de conscience, ne pas faire le service militaire classique. D'accord. Mais t'en prenais quand même, il te doublait ton temps, hein. T'en prenais pour double temps, double période. Et là-bas, chez Lise Bourbeau, j'ai rencontré une personne qui était justement surveillante chef dans un centre de gérontologie. Okay. Et elle m'a dit, écoute, tu peux toujours demander à postuler pour faire ton service militaire auprès de notre service. Ouais. Et j'ai fait 20 mois auprès des personnes en fin de vie. D'accord. Et là, c'était une expérience très forte. Ah ouais. Très très forte parce que ça m'a pris énormément. En plus, tu imagines à 21, 22, 23 ans, c'est la période où tu sors, tu fais la fête, tu vas en boîte, tu bois, voilà. Et là, tu te retrouvais avec un autre aspect de la vie, parce que le matin, je faisais la toilette intime auprès des personnes âgées. Et là, à 23 ans, c'était pour moi, c'était fort. Pendant 1 mois, j'ai fait ce service-là avant de être animateur auprès des personnes en fin de vie. Ouais. Et ça a été une expérience pour moi d'écoute et de découverte. Voilà.
Alors bien sûr, chez Lise Bourbeau, ça m'avait permis d'apprendre à mieux me connaître, à mieux connaître mes croyances limitantes, aussi à mieux connaître ma façon de me créer des maladies aussi. Eh oui. Donc grâce à ça, je m'étais soigné, je me rongeais les ongles, donc j'ai compris les mécanismes psychologiques derrière ça, donc je m'étais libéré de cet aspect-là. Est-ce qu'il y avait aussi une certaine forme de remise en question et de relativité par rapport à tes problèmes à toi, qui tout d'un coup peuvent sembler minimes par rapport aux problèmes de la personne qui est en face de toi? Oui, bah bien sûr, ouais. Bien sûr, effectivement. Là, tu es en face d'une personne qui arrive à la fin de sa vie, et à la fois, tu vois, Pierre, encore avec tellement les yeux étaient pétillants, quoi. Il y avait encore plein de vie, mais c'est vrai que le corps ne suivait pas. Et là, ça m'a fait vraiment me poser une question. Qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que la sagesse, peut-être? Qu'est-ce que la sagesse, bien sûr. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la sagesse? Et aussi, quel est ce grand passage, quoi? Prendre conscience que la première chose qu'on a fait en venant sur cette planète, c'était un inspire, et la dernière chose, on fera l'expire. Et ce corps, effectivement, naît, grandit, survit, vit, et puis se désagrège jusqu'au point où on va passer au grand passage. Mais qu'est-ce qui est derrière? Et ça a vraiment lancé toute ma quête. D'accord. Voilà, pas simplement sur la mort, mais avant de mourir. Est-ce qu'il y a une vie? Est-ce qu'il y a une vie? Pierre Rabhi. Exactement. Bien sûr. Avant la mort, est-ce qu'il y a une vie? Et surtout, comment je peux la découvrir, mais aussi la savourer à chaque instant. Voilà. Est-ce que je suis pris dans mes problèmes? Est-ce que je suis pris dans mes difficultés? Est-ce que je suis pris dans ce que les autres disent de moi? De ce que les gens pensent de moi, tu vois? Tout cet aspect où des fois on est le ballon de football des opinions des autres. Ou est-ce que je me réapproprie ma vie pour être le créateur de ma vie? Est-ce que je suis le victime de ma vie? Ou plutôt je suis le créateur de ma vie? Ça a été vraiment les grandes réflexions à cette période-là. Alors ça nous amène sur un terrain que je voulais justement aborder avec toi, c'est celui de l'ego, qui est très souvent abordé et je trouve un petit peu mal compris de nos jours. Beaucoup de gens qui disent l'ego c'est terrible et pour moi c'est justement l'ego qui me fait me mouvoir au quotidien. Tu m'as interviewé il y a pas longtemps sur le thème de sagesse et j'ai parlé d'Idriss Aberkan qui dit il faut différencier les hommes qui mettent leur ego au service de leurs idées et leurs idées au service de leurs égos. Bien faire la différence à travers ça. Et j'aime beaucoup un grand maître du yoga Kundalini, Guru Singh, qui est absolument une mine d'or pour moi et qui parle justement de l'ego et qui dit mais on a tous un ego. Jésus avait un ego énorme. Mère Teresa avait un ego énorme. C'est qu'est-ce que tu en fais? C'est un outil neutre. Et c'est toi à toi de l'utiliser de la bonne façon, selon en concordance avec tes propres valeurs. Bien sûr. Est-ce que c'est ta vision un petit peu que tu partages? Alors complètement, parce que pour moi justement, l'ego ce n'est pas l'ennemi à abattre, mais je dirais plutôt que c'est l'ami à connaître. Tu vois? Parce que l'ego, il y a un grand texte qu'on appelle Tattva Bodha, d'un grand sage qui s'appelle Adi Shankaracharya. Et mon maître Shri Shri Ravi Shankar l'a vraiment mis cette évidence de ces 7 niveaux d'existence. Mieux comprendre comment nous fonctionnons. Parce que je disais justement dans l'atelier, tu vois, je parlais aux participants, je disais que l'homme a montré une fierté à avoir mis les pieds sur la Lune. Et à la fois, il a jamais découvert le bout de son nez. Ouais, c'est ça. Le voyage intérieur est très galvaudé et abandonné pour les étoiles. Et tu te dis, mais il y a tout un monde intérieur qu'on n'explore pas, qu'on connaît pas. Alors bien sûr, on va nous remplir le mental, on va nous le nourrir, mais à la fois, comment lui il fonctionne. Alors si tu me permets, je vais vraiment, parce que tu me poses la question sur l'ego, et c'est important de replacer l'ego dans justement son ensemble. Donc c'est 7 niveaux d'existence. Alors le premier niveau d'existence en sanskrit, donc la langue qu'on utilise beaucoup dans le yoga. Faut qu'on parle du yoga aussi, hein. Bien sûr, c'est appelé. Et oui, bien sûr. C'est yoga dans le sens union, l'unité. C'est appelé le corps physique, c'est le premier niveau. Le corps physique, il s'appelle Stula Sharira. D'accord. Donc ça, c'est le corps physique. Et des fois, je pose la question aux gens, est-ce que vous êtes conscient de votre corps physique? Alors tout de suite, les gens ils disent oui. Vous êtes vraiment conscient de votre corps physique? Oui. D'accord. Donc vous êtes conscient en ce moment que le sang circule dans vos veines? Non. Vous êtes conscient de la pousse de vos cheveux? Ben non. Donc en fin de compte, est-ce que vous êtes vraiment conscient du corps physique? Et tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Ben non, on n'est pas forcément conscient de ce corps physique. Alors bien sûr, c'est pas être à tout instant, ah tiens, mon sang circule dans les veines. C'est pas ça, c'est prendre conscience qu'il y a tout un mécanisme. Tiens, je vais prendre une banane.
elle va être digérée, éliminée. Comment ça se passe? Cette conscience. Ouais. Quand je marche, là on était justement au village des Pruniers, de Thich Nhat Hanh, c'était magnifique. On a fait pendant 1 heure une marche en conscience. Poser le pied, voilà, être avec les uns tout en étant individuel. C'était beau. Ouais. Donc est-ce que j'ai conscience de ce corps physique? Pas tellement. Le deuxième niveau d'existence qui est important, et dont les gens ont justement oublié, c'est le souffle. Exactement. Pas la respiration, qui est la fonction, mais le niveau d'existence qu'on appelle le souffle, appelé aussi le prana, en sanskrit. Est-ce que je suis conscient de ce souffle? Et est-ce que c'est pas prendre conscience du souffle, c'est pas aussi prendre conscience du corps physique? Est-ce qu'il n'y a pas une clé là-dessus? Forcément, parce que c'est les deux niveaux d'existence qui sont dans le moment présent. Voilà. C'est le corps physique et le souffle. Ouais. Tu vois, le souffle ne peut pas être dans le passé ou dans le futur, le corps physique ne peut pas être dans le passé ou dans le futur. C'est pour ça que dans les techniques de méditation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ramène les gens à la conscience du corps physique et du souffle pour déjà ramener ce mental. Alors, qu'est-ce que le mental? Et c'est là où tu t'aperçois que les gens, en fin de compte, des fois, c'est un amalgame. Alors, dans ces 7 niveaux d'existence décrits par Adi Shankaracharya, il les a très bien décrits. Donc, il en a constitué un lot de 4. Et ce 3e niveau d'existence après le souffle, c'est le premier de ces 4 niveaux d'existence qui forment pour nous l'esprit. D'accord. D'accord? Et ce niveau d'existence, il est appelé manas en sanskrit. Manas, c'est l'objet de perception. D'accord. C'est ta capacité de percevoir. C'est-à-dire que tu as du toucher, tu as les yeux, tu as la langue, tu as les narines, mais ça, ce sont des portes. Ça arrivait souvent, peut-être certainement à toi aussi, Pierre, moi ça m'est arrivé, à nos amis certainement ça leur est arrivé, de lire un livre, les yeux parcouraient les lignes, et tout d'un coup on se dit, j'étais en train de lire quoi? Et on relit la phrase. Et on relit, donc on revient, 3-4 pages, et on dit, ah oui, ça veut dire que les yeux étaient en train de parcourir. C'est-à-dire que comme une caméra, elle prend toute la scène. Mais la conscience de l'information, pour capter l'information, percevoir l'information, c'est ce qu'on appelle manas. D'accord. Et souvent, les gens, quand ils ont un accident ou quand ils ont un conflit avec quelqu'un, c'est parce que Manas n'est pas attentif à ce qui se passe avec l'autre. Et Manas est notre faculté de perception. Dis donc, Manas, de nos jours, il doit être... il est malmené, tu veux dire. Plus d'épreuves, parce que on est dans un monde de diversion. On Bien est sûr. toujours obnubilé par un truc Bien qui est sûr. en dehors, la Bien télévision, etc. Ah, c'est la guerre dans tel pays. Bien sûr. Je vais résoudre tous mes problèmes par la nourriture. On regarde toujours, on a toujours une excuse pour ne pas regarder les vrais problèmes que l'on a dans sa vie. Et là, ce Manas, il doit... Il est très malmené parce que justement, c'est ce que je te disais, on a rempli notre mental. Alors Manas, c'est le mental, hein, dans le sens faculté de perception. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une richesse dans la science du Vedanta, donc une autre science philosophique de l'Inde, des Védas, qui veut dire connaissance. Il y a une richesse qui s'appelle Dhamma. Dhamma, c'est ma capacité à contrôler mes sens. Ne pas me laisser emporter par mes sens, mais être celui qui contrôle ses sens. Hein, voilà, je vois un gâteau, je le mange, je le savoure, mais après, le mental, lui, il va dire, allez, les sens vont t'attirer, un 2e gâteau, un 3e gâteau, puis après, mal de ventre. Donc ça, c'est une richesse. Hein, il y en a 6 richesses, mais une des richesses, c'est Dhamma. Donc je reviens à notre histoire du mental. Donc une fois que tu as perçu quelque chose, Pierre, tu vas l'analyser, conceptualiser. C'est-à-dire, tu vas aussi porter un jugement. T'aimes, t'aimes pas, je suis d'accord, pas d'accord. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de Buddhi, l'intellect, qui va conceptualiser, analyser. Maintenant, tu mets la main sur le feu. Tu approches la main, tu vas ressentir une brûlure, tu vas retirer la main. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ton manas, à travers les sens, va percevoir, il va donner l'information à Buddhi, et Buddhi va lui dire, tiens, ça c'est dangereux. Maintenant, tu rapproches une casserole du feu sur le même feu pour faire chauffer ton eau ou de la nourriture. Le concept va être différent. Mais est-ce que la nature du feu a changé? Elle n'a pas changé. Donc, c'est-à-dire que tu vis tellement d'expériences qui te donnent une charge de perception, mais aussi une charge émotionnelle qui est associée à la capacité de percevoir. Donc, imagine que tu rencontres quelqu'un, tu as eu un bon ami, puis avec cet ami, tu as eu un conflit. Tu as enregistré l'événement, mais en plus la charge émotionnelle. Donc ça va dans l'autre niveau d'existence, donc le 5e niveau d'existence, qui s'appelle Chitta, la mémoire. La mémoire n'enregistre pas simplement la situation, mais la charge émotionnelle. Alors imagine que dans cette charge émotionnelle, dans cette mémoire, on en a enregistré plein, des concepts. Imagine que maintenant, tu n'as plus revu ton ami avec qui tu as eu un conflit, mais la charge émotionnelle est encore présente. 5 ans après, tu trouves un autre travail, et tu as une personne, un nouveau collègue,
qui arrive et qui ressemble à cet ami. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça va ressortir, bien sûr. La mémoire va ressortir l'événement et en même temps qu'elle ressort l'événement, ramène la charge émotionnelle. Et c'est intéressant, tu vois. Au Moyen-Âge, on a pris conscience de plus en plus de l'importance de l'hygiène corporelle. Hein. Plus on a été en avant dans les siècles, on a pris conscience de l'importance de l'hygiène corporelle. Mais l'hygiène émotionnelle, où on en est? Ouais. Donc ça, c'est le 5e niveau d'existence, c'est Chitta. Après l'avoir conceptualisé, tu enregistres, mais pas simplement enregistrer la situation, mais aussi la charge émotionnelle. Et alors, ta fameuse question sur l'ego. Le 6e niveau d'existence, à ton avis, Pierre, c'est le Ego, non? Eh oui, ego s'appelle Ahamkara. D'accord. Et c'est très très beau parce que Ahamkara, c'est la notion d'identification. C'est la notion de pouvoir se créer une identité. Okay. C'est ce qui va permettre de pouvoir évoluer sur ce plan terrestre en sachant que je vais me préserver. Donc je vais créer cette identité, cette personnalité à travers tous mes concepts. Donc forcément, tu as besoin d'un ego. Parce que cet ego, c'est ce qui va donner ta saveur. C'est ce qui va faire la différence entre Pierre et Stéphane. C'est ce qui va donner une diversité. L'ego, c'est ce qui va te permettre de créer, d'accomplir quelque chose. Tu vois, c'est la notion du moi-je. Cette notion de personnalité. Maintenant, quand l'ego prend le dessus, il crée un sens de séparation trop important, qui est nécessaire, parce que quand tu sors du ventre de ta mère, tu vas commencer à faire tes premiers pas, et si tu arrives devant un meuble, l'ego, c'est lui qui va reconnaître qu'il y a une séparation. C'est pas toi. Donc c'est un niveau qui va te préserver, qui va te protéger dans ta vie, mais qui va te construire aussi. C'est pour ça que l'ego se construit entre 0 et 7 ans. Mais au fur et à mesure qu'il a vécu du rejet, qu'il a pris la situation comme du rejet, comme ce que je te disais, on crée un concept, ou qu'il a pris trop de frustration, de jalousie, de colère, etc., il va commencer à créer une certaine carapace. Et quand l'ego, justement, a pris le dessus, c'est là où c'est devenu le moins bon de nos amis. Oui, bien sûr, je comprends. Mais est-ce que tu caractérises tout ce qu'on voit de nos jours, où les gens recherchent une identité, il y a une perte complètement de structure de la société, en tout cas en France, où les gens se mettent des étiquettes comme je suis végane, je suis végétarien, je suis ceci, cela, avant d'incarner vraiment leur propre identité. Ils se recherchent parce qu'ils sont complètement perdus. Est-ce que pour toi ça aussi c'est une preuve que l'ego... Et oui, alors d'où l'intérêt de prendre du temps pour connaître et d'explorer beaucoup plus le 7e niveau d'existence qui s'appelle la conscience, l'être. D'accord. Et quand le mental, l'intellect, la mémoire et l'ego, donc manas, buddhi, chitta et ahamkara, qui forment l'esprit, à un certain niveau, ou le mental, pour d'autres personnes, un autre certain, soit un mental généralisé, effectivement, ce sont des outils pour vivre sur ce plan terrestre. Maintenant, quand tu t'accroches à une identité, une identification, tu vois, tu t'identifies à quelque chose, c'est là où tu peux te créer une souffrance. Parce que tu vas commencer à te créer, je suis un homme, je suis une femme, je suis végane, tu es viandard. Et il y a une sorte de hiérarchisation. Je suis mieux que toi parce que je ne mange pas de produits animaux. Pourquoi? Parce que la partie basse de l'intellect, ce jugement, va commencer à créer des comparaisons. Quand on a peu de prana, quand on a peu d'énergie, si tu veux, c'est ce qui va se passer. Et on va commencer à dire, je suis mieux que toi, je suis moins bien que toi. Mais une personne qui dit, je suis timide, a aussi un ego mal placé. Tu vois, c'est les identifications. Mais la question à se poser, c'est quand on s'endort, est-ce qu'il y a un sommeil d'une personne stupide et d'une personne intelligente? Est-ce que le sommeil existe? Est-ce qu'il y a une différence de sommeil pour un riche et pour un pauvre? Quand tu dors, l'ego s'est dissous. Il n'y a plus d'identification. Donc, ce corps physique, il retournera à la terre. Alors, est-ce que je suis vraiment ce corps physique ou est-ce que j'utilise ce corps physique? Le souffle va et vient. Est-ce que je suis ce souffle ou est-ce que j'utilise ce souffle? Pareil pour le mental. Est-ce que je suis ce mental? Est-ce que je suis cet intellect ou j'utilise l'intellect? Est-ce que je suis la mémoire ou est-ce que j'utilise la mémoire? Est-ce que je suis l'ego ou est-ce que j'utilise l'ego? Donc l'ego, c'est un très très bon ami parce que c'est lui qui va nous faire explorer la vie sur cette planète. Mais il doit être au service de la conscience. La conscience qui va, elle, s'exprimer au-delà des 3 états de conscience qui sont l'état de veille, l'état de sommeil, l'état de rêve. Quel est cet état où je suis vraiment en conscience avec, voilà,
cet être, qui lui ne s'éteindra pas à un certain niveau. Voilà. Donc tu vois, ces 7 niveaux d'existence, quand tu remets l'ego dans ces 7 niveaux d'existence, ça redonne une autre dimension à l'ego. Et tu t'aperçois que c'est un bon ami. Ah oui, bien sûr. Voilà. J'aime beaucoup cette vulgarisation que tu as, cette façon de transmettre, parce que à la même manière que Guru Singh dont j'ai parlé tout à l'heure, toi tu es un grand maître du yoga. Mètre 80, hein, n'oublie pas 80, parce que je suis un mètre 80. Alors, pas qu'un seul mètre, presque 2. J'ai presque 2 mètres du yoga. Presque 2 mètres de yoga. Et pourtant, tu es quelqu'un de très accessible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on parle, tu me parles d'un maître du yoga. Je vais imaginer encore une fois un monsieur avec une longue barbe et qui fait de la lévitation. Ouais. Et à qui il faut pas trop s'approcher parce que autant la réponse va te rentrer encore plus perplexe que l'état d'avant. Et pourtant, toi, tu accueilles tout le monde, mais tout le monde, avec un grand sourire, avec une âme d'enfant. On sent vraiment cet enfant intérieur qu'on nous demande de cultiver, mais moi je suis là, oui d'accord, mon enfant intérieur, je veux bien le cultiver, mais comment je fais au quotidien? Et je trouve que cet ancrage dans la réalité, qu'il n'y ait pas de déconnexion, tu vis pas dans une grotte ou tu vis pas, c'est ça pour moi la vraie sagesse. Hein, on en a parlé de cette sagesse. Et cette faculté de savoir transmettre, comme ça, l'humilité aussi, parce que je viens vers toi du haut de mes 30 ans avec très peu d'expérience que j'ai, où je te raconte un petit peu mes choses, et t'as une vraie écoute. M'accueille avec un sourire, tu m'écoutes, ah, c'est génial ce que tu me racontes. Et je sens très bien que c'est sincère. Cette faculté d'écoute, je pense que c'est uniquement accessible quand on est en paix avec soi-même. Oui, certainement. Est-ce que cet émerveillement de chaque instant que tu as encore, parce que d'abord on regardait ce magnifique lac, le lieu, et tu dis, ah, c'est magnifique. Si on continue un peu ton parcours de vie, tu as voyagé dans le monde entier, tu as dû voir des paysages déjà qui sont magnifiques, et pourtant l'émerveillement est toujours là. Oui. Est-ce que dans ton métier, donc maintenant tu es professeur de yoga, tu fais des retraites, tu fais des stages, tu accompagnes des gens, comment justement toutes ces valeurs dont on a parlé, tous ces pièges dans lesquels tombent les gens, toute cette recherche d'identité, cet ego mal placé, etc., cette prise de conscience, comment tu le transmets? Quels sont les outils pratiques que tu donnes aux gens pour changer leur quotidien? Alors, il y a plein d'outils, effectivement, la respiration, la méditation, la prise de conscience dans le corps physique, la sagesse, pour moi, la connaissance, les chants aussi. Les chants, tu vois, unifie les deux cerveaux, ça te ramène dans le moment présent, puis t'as pas besoin de comprendre le langage pour t'unifier. Tu peux avoir quelqu'un qui parle peut-être une autre langue à côté de toi à ta droite, une autre langue à côté de toi à ta gauche, et à la fois, quand tu vas chanter, tu seras dans l'union. C'est un petit peu, je pense que cette histoire de cet ego, à un moment donné, j'ai posé la question à mon maître, Ravi Shankar, je lui ai dit, mais alors quand on atteint l'illumination, on n'a plus d'ego? Il a dit si, l'ego est encore là, parce que il fait partie de ce plan terrestre, et l'ego est toujours là. Mais c'est comme, là, en plus on était dans une salle où il y avait des murs, il y avait quelques fenêtres. Tu vois, par exemple, là t'es dans une salle avec plein de murs, et ben voilà, l'ego il est comme ça. Mais maintenant, quand tu as atteint l'éveil, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est pas des murs, ce sont des baies vitrées. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a plus, voilà, tu vois, mais il y a quand même une structure. D'accord. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que il m'avait partagé à ce moment-là, il m'avait dit, lorsque tu commences à être naturel dans chaque instant, tu commences à savourer ce que veut dire être en paix avec toi. D'accord. C'est beau. C'est magnifique. Tu vois, ça renvoie toujours au concept d'instant présent, je pense. J'adore les enseignements d'Eckhart Tolle. Franchement, son magnifique livre, le pouvoir du moment présent, il est juste magnifique. Et c'est bon. Après, bien sûr, des fois, tu vis des émotions. Bien sûr, tu vois, il y a des conflits. Il faut pas croire que de toute façon, c'est plat. Sur cette vie, sur cette planète, de toute façon, c'est comme je dis toujours quand on est venu sur cette planète. Tu sais, tous ces contrats où tu lis pas les petites étoiles, les toutes petites étoiles, puis derrière, t'as plein de petites notes que t'as pas lues. Et ben, pour moi, c'est un petit peu ça. Tu sais, t'es venu sur cette planète, et il y avait une petite étoile qui disait, de toute façon, vous aurez des hauts et des bas. Il y aura des péripéties. Mais toi, tu l'avais pas lu. Alors, quand t'es arrivé, quand t'as plongé sur la planète Terre, t'es arrivé, et tu dis, ouah, ça va être le paradis. Et là, tu dis, non. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui va faire la beauté. C'est comment tu peux t'apercevoir qu'à travers les moments les plus difficiles, à travers aussi où tu sens ton ego heurté, ton ego malmené, comment tu vas pouvoir le transcender pour justement le rendre au service de ta conscience. Et comment tu vas pouvoir le transcender pour qu'il t'amène à la voie où tu deviens de plus en plus naturel. D'accord. Et ça rejoint vraiment une fois de plus. C'est
quand j'ai rencontré vraiment mon maître Sri Ravi Shankar, puis en plus j'ai eu l'occasion aussi avant lui de suivre les enseignements de Lise Bourbeau, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Ouais. Et j'ai trouvé des personnes très joyeuses. Et pour moi, toi, l'amour, elle doit être dans la joie. L'amour sans joie, c'est pas de l'amour pour moi, tu vois. Et c'est vrai qu'un jour on lui posait la question, mais il y avait quelqu'un qui lui disait comment être toujours heureux. Et là, tu sentais vraiment l'interrogation de la personne. Il faut que je sache. Il faut absolument que je sache. Et là, t'avais Shri Shri qui lui répond naturellement, mais c'est très simple. Alors tout le monde tend les oreilles, comment ça, c'est un simple. On le saurait si c'est très simple. Il dit, laissez tomber le toujours et vous serez heureux. Tu vois, le mental, des fois, il a toujours cette tendance à vouloir toujours quelque chose. Dans les couples, c'est ça. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Toujours. Mais t'en sais rien. La vie passe, la vie évolue. Tu sais pas comment. Mais est-ce que là, maintenant, tu savoures l'amour que tu reçois? Là, je t'aime maintenant. Peu importe. Je sais. Et oui, mais malheureusement, on vit toujours dans la peur du futur, les regrets du passé. On oublie cet instant présent. Ça. Il y en a beaucoup qui nous disent que si tu es dans l'instant présent, il n'y a que la joie. Il n'y a pas cette anticipation de l'avenir, donc il n'y a pas d'anxiété, etc. Il n'y a pas de regret. Alors, ouais, dans le moment présent, oui, il y a une joie. Mais par contre, si tu perds quelqu'un, il faut expérimenter, il faut être... Tu vas vivre une émotion. Oui, mais il faut l'expérimenter, la vivre à 100%. Voilà. Hein, voilà. Il faut pas mettre la poussière sur le tapis et dire non, je veux pas avoir ça, etc. Voilà. Moi, c'est exactement ça que je recommande et que j'essaie de transmettre dans l'hormèse. Voilà. C'est-à-dire, tu es dans un bain froid à 0 degré, te dis pas que tu vas pas avoir froid, évidemment que tu vas avoir froid. Voilà. Mais quelle est ta posture dans ce bain froid? Voilà. Quelle est ta posture d'abord physique, parce que c'est elle qui va conditionner ta posture mentale. Expérimente à 100% le fait d'avoir froid. Et si tu expérimentes à 100% cette petite morsure du froid, tu vas bien pouvoir tu vas bien pouvoir relativiser et la mettre en comparaison aux expériences que tu as passées dans ta vie qui étaient bien plus dures que de prendre juste une douche froide ou un bain froid. Et là, vraiment, tu expérimentes le moment présent. Parce que quand tu es dans un bain à 0, tu penses pas à ce que tu vas manger à midi. Ça, c'est clair. Tu penses vraiment à ça. Et ça rejoint tout ce que tu viens de me dire. Alors, là, c'est important, le point que tu mets en évidence, Pierre, c'est super important, toujours par rapport à ta question, par rapport à l'ego. Parce que c'est là où tu peux vraiment amener la différence entre la douleur et la souffrance. Ça, j'aime bien. Tu vois, parce que les gens, bien sûr, le bonheur, c'est pas quelque chose de plat. Non, le bonheur, ça va, il y a des hauts et des bas. Et comme on disait, quand tu es dans ce moment-là où tu sens ta douleur, là, tu vis ta douleur. Quand tu as un choc émotionnel parce que tu as perdu quelqu'un, bien sûr, tu vis une douleur. Mais maintenant, quand le mental, quand l'ego se l'approprie et le fait durer dans le temps, c'est là où ça devient une souffrance. Tout à fait. Et l'ego est partie prenante de cette souffrance. C'est-à-dire que c'est lui qui va, tu vois, c'est une facette de l'ego qui va entretenir la douleur et qui va la faire durer pour la nommer souffrance. C'est là où tu vas commencer à t'accrocher à tous ces moments où les gens t'ont rejeté, mais c'est une perception que tu as eue. C'est une perception, c'est pas forcément que les gens t'ont rejeté, mais tu l'as perçu comment ça, par rapport à tes croyances, par rapport à tes concepts. Donc c'est là où c'est très important de voir que l'ego, il va prendre toute sa place. Tu vois, à chaque fois que tu vas sentir une émotion, peut-être que ça va se loger au genou qui tremble, peut-être la gorge qui se serre, peut-être que ta poitrine qui s'oppresse. Tout ça, ça veut dire que l'ego est en train de se manifester. Et dans l'observation, dans la méditation de l'observation, tu me demandais des outils. Quand tu observes l'émotion et la manifestation de l'émotion, tu t'aperçois que tu dissous l'émotion, tu déconnectes la situation de la charge émotionnelle et tu permets à l'ego de se replacer et de revenir dans l'ici et maintenant, dans son naturel. Et là, tu as brisé le cercle vicieux de laisser la douleur se transformer en souffrance. Et ce qui fait du mal aux gens, c'est pas les douleurs. Ce qui fait du tort aux gens, c'est de faire durer la souffrance. Ça a été moi, je voulais vraiment faire une vidéo sur l'ego. Je voulais vraiment t'interroger sur ça. Parce que pour moi, je pense que c'est une clé. Et je pense que dans tes stages, dans tes vidéos, dans ce que tu fais aussi comme émission sur Radio Médecine Douce. Ouais, Radio Médecine Douce, ouais. Les gens peuvent trouver de véritables clés. Ah oui, oui. Alors, est-ce que, à part cette médiatisation que tu as, comment on peut te retrouver? Comment on peut venir? Ah, bien sûr, si. Expérimenter tout ça. Avec les séminaires que je donne ou à travers les séances de live coaching que je fais à travers Internet, parce que des fois, la vie fait qu'elle est tellement bouillonnante qu'on n'a pas forcément tout le
temps une semaine à se consacrer pour un stage, quand on a une vie familiale active. Mais par contre, à travers des séances de live coaching qui se passent à travers Skype, voilà, sur 1 mois, 2 mois, on a des rendez-vous réguliers. Et là, j'accompagne des personnes sur plein de choses, sur franchir un cap dans leur vie, mais aussi sur la respiration, sur la méditation. Et effectivement, s'ils ont l'occasion de venir faire un stage, un séminaire, là on passe du temps. Il y a des belles retraites que je donne qui s'appellent le silence du cœur, la joie de l'être. Super. Justement, commencer à plus se connaître pour laisser sortir cette joie profonde. Pas forcément cette joyeuseté, parce que des fois on peut être dans une joyeuseté sans être en contact avec une joie profonde. Mais être en contact et voilà. Alors c'est vrai que les retraites sont joyeuses, c'est dynamique, c'est super. Voilà, c'est plein aussi de secrets. Ah bah oui, non, on va pas tout dire. Plein de secrets, il faut bien. Non, pour foi de vériste. Allez-y, parce que c'est que du bonheur. Donc ça, on le retrouve sur stéphanehero.com. Voilà, stéphanehero.com. Bon, là, on a le bandeau, normalement. Et puis, il y a le lien en dessous de la vidéo, évidemment. Est-ce qu'il y a des stages déjà prévus cette année où on peut encore s'inscrire? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai des stages, voilà, bon, j'en ai régulièrement, mais cet été, j'en aurai 2, du 28 au 29 juillet. Donc, c'est un stage qui s'appelle Comment se libérer de son chaos intérieur, un chemin vers la méditation profonde. Après, je vais avoir une formation pour ceux qui veulent commencer à entamer un chemin pour devenir professeur de yoga, même si c'est pas tout de suite, mais qui veulent commencer à poser les premiers pas. D'accord. J'ai une formation qui s'appelle une formation retraite Yoga Sutra. Donc c'est les textes fondateurs d'un traité de yoga. Et donc là, c'est du 11 au 17 dans les Cévennes vertes. Après, du 1er au 7 septembre, il y a cette fameuse retraite, le silence du cœur, la joie de l'être. Puis après, j'ai des voyages, des fois en Inde, des fois sur l'île de Tenerife. Voilà, mais si vous allez sur le site internet, il y aura tout ça. Voilà, vous retrouvez tout ça. Bon, ben, j'espère bien qu'on aura l'occasion aussi de partager des moments ensemble, parce que j'adore le travail que tu fais. C'est gentil. Franchement, j'adore. C'est gentil. Comme vous avez pu le voir, on partage beaucoup de choses, une certaine philosophie, même si moi je l'amène avec d'autres mots parfois dans mes vidéos. C'est cette philosophie de base qui donne la pertinence à la pratique d'un thérapeute. C'est ça. C'est vers ce genre de personnes-là qu'il faut se tourner, ce qui vous donne un véritable pourquoi, comment et pourquoi transformer vos vies. C'est ça pour moi la pertinence du yoga entre autres, mais la pertinence de tout cheminement personnel. Donc voilà, c'est pour ça qu'avec Stéphane on s'est bien trouvé et ça fait plaisir. Et comme tu l'as dit, ça va être une longue histoire de coopération parce que j'ai hâte qu'on fasse des choses ensemble. Merci beaucoup Steph. Super, merci Laurent. Et à bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas que, tu sais ce qu'on dit à la fin de Vériste ou pas? Non. N'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous. Alors ça, vas-y, à toi. N'oubliez pas que la vérité est déjà en vous. Super. Merci beaucoup. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините, руки опустите.